Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview Skype, peut-être la première d'une longue lignée, rencontre avec Anthony Fardet. Il est l'auteur du livre Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Avec lui on apprend que beaucoup d'aliments qu'on trouve dans la grande distribution notamment n'ont plus rien à voir avec les produits bruts. Alors est-ce que c'est ce qui est responsable de l'épidémie d'obésité, de toutes les maladies de civilisation, les maladies liées à l'alimentation? Comment on en est arrivé là et comment faire pour pallier ce phénomène? Réponse tout de suite. Une première question, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est les aliments ultra transformés? Les aliments ultra-transformés ont été définis en 2009 par des épidémiologistes brésiliens, le professeur Monteiro, à l'université de São Paulo. Il était important, au sein de tous les aliments transformés, que l'on consomme depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, de distinguer cette catégorie qui pose problème pour la santé. Donc leur définition est assez simple, en fait, assez claire. Ce sont des formulations industrielles élaborées par recombinaison d'ingrédients et ou d'additifs, mais d'utilisation strictement industrielle. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas trouver vous-même en faisant vos courses. Les Brésiliens estiment qu'à partir de 4-5, supérieur à 4-5, on est en présence d'un produit ultra transformé. Donc ça, c'est la définition de base. Ensuite, ces produits ont d'autres caractéristiques. Ce sont souvent donc des recombinaisons d'ingrédients, donc des faux aliments avec des matrices artificielles, donc des aliments qu'on ne peut pas trouver dans la nature, donc une présence de vrais aliments très faible. Et puis, vous avez aussi tous les plats industriels qui sont additionnés de nombreux ingrédients et additifs qui les font basculer dans l'ultra-transformation. Donc, on peut par exemple avoir une charcuterie qui n'est pas ultra-transformée traditionnelle et une charcuterie ultra-transformée que l'on peut trouver dans le commerce, comme par exemple des saucissons ou du jambon auquel on ajoute par exemple du dextrose, du sucre par exemple. Et quand vous dites des aliments qui ont l'aspect d'aliments mais qui n'en sont plus, c'est-à-dire qu'en fait ça a été complètement déconstruit? Oui, vous avez deux grandes catégories d'aliments ultra transformés, donc les plats préparés qui ont beaucoup d'additifs et d'ingrédients, donc ceux-là ne sont pas forcément déconstruits, on peut trouver de vrais aliments. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les faux aliments, c'est-à-dire ce sont des matrices reconstituées de toutes pièces par l'homme en recombinant des ingrédients avec des additifs et on fabrique ce qu'on appelle des nouvelles matrices, par exemple une barre chocolatée, un soda, un yaourt à boire, certains desserts lactés sont des matrices créées de toutes pièces par l'homme. Voilà, vous ne pourrez pas trouver de production de soda dans des fermes ou des élevages de barres chocolatées pour être un peu trivial. Mais voilà, la barre chocolatée, par exemple, est une matrice artificielle qui a été créée de toutes pièces par l'homme. Alors, il y a une étude qui a été publiée hier, le jeudi 15 février, qui montre que justement ces aliments ultra transformés favorisent le cancer. Oui, alors c'est une association, ce n'est pas une loi de cause et d'effet, donc la cause et l'effet doit être démontrée, mais je pense que ça va mettre beaucoup de temps parce que pour démontrer la cause et l'effet, il faudrait prendre une population très grande, sans doute 50 000, 100 000 personnes, leur faire consommer des produits ultra transformés en excès pendant 10, 20, 30 ans et voir l'apparition des cancers par rapport à un groupe témoin qui n'en consommerait pas. Donc vous comprenez que cette étude non seulement serait très coûteuse, mais éthiquement ne peut pas être mise en place parce qu'on ne peut pas dire à 50 000 personnes, vous risquez d'avoir plus de cancer même si on n'en est pas sûr. Donc cette étude n'aura jamais lieu, on en est à peu près sûr. Donc on se base sur des études d'association qui est celle qui a été publiée hier, c'est-à-dire qu'on observe une corrélation qui montre que pour chaque 10% d'augmentation en poids de produits ultra transformés, on a un risque accru de 10% des cancers globaux et des cancers du sein. Et inversement, pour chaque augmentation de 10% en produits peu transformés, on a une réduction des cancers globaux de 9%. Et ce qui est intéressant dans cette étude et que je souligne, c'est qu'elle est basée sur la cohorte Nutrinet, qui est quand même une cohorte où les gens ont un niveau socio-économique un peu plus élevé que la moyenne, plus de femmes, donc qui sont souvent plus soucieuses de leur santé que les hommes, et un niveau d'éducation un peu plus élevé que la moyenne. Donc c'est un petit biais, mais qui peut laisser à penser que le risque pourrait être plus élevé s'il avait été mesuré dans des populations plus pauvres qui souvent consomment plus de produits ultra transformés ou la population moyenne représentative des Français. Comment on en est arrivé là? En fait, ça s'est fait progressivement. Si vous voulez, vous avez eu les premiers produits industriels, c'est fin du 19e siècle avec l'invention de la conserve, avec Nicolas Appert et la pertisation.
C'est surtout après-guerre que l'industrialisation de l'alimentation a pris un nouvel essor, notamment en France pour obtenir la suffisance alimentaire, aux États-Unis également. Et les premières maladies chroniques sont apparues dans les années 60 aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires. Et progressivement, les aliments ont été de plus en plus transformés. Et dans les années 80, on a vu une arrivée massive de produits ultra transformés dans nos supermarchés, dans nos magasins, notamment dans les pays développés, et une concomitance, avec l'explosion des prévalences des maladies chroniques. Moi, je pense, ça a été le fruit de mes recherches il y a 4 ou 5 ans, qu'on en est arrivé là parce qu'on est basé sur une approche réductrice de l'alimentation qui ne considère l'aliment que comme une somme de nutriments et qui laisse à penser qu'on mange des nutriments. Donc, on mange des protéines, des glucides, du sel, du gras, mais ce n'est pas vrai, on mange des aliments. Donc, cette approche par nutriments a laissé à penser que les calories et les nutriments sont interchangeables d'un aliment à l'autre. Donc, si c'est le cas et si l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, on peut bien le fractionner, en isoler les ingrédients et les recombiner à l'infini ou à foison. Mais malheureusement, c'est oublier l'approche holistique de l'aliment, l'effet de synergie d'action des composés, c'est oublier le rôle de la matrice sur la satiété, la vitesse de libération des nutriments. Donc, si vous voulez, cet effet matrice des aliments a été totalement négligé. Et pour moi, la cause première est cette pensée réductionniste qui tend à fractionner les aliments en ingrédients et à les recombiner. On peut s'en sortir. Enfin, il y a pas grand-chose à faire si on réfléchit bien pour éviter les cancers et éviter de tomber là-dedans. Il faut arrêter les aliments ultra transformés, en fait. Retourner aux aliments bruts. Bien sûr, ça c'est clair, hein, c'est le bon sens. Il faut revenir à de vrais aliments. Après, on peut consommer de temps en temps des produits ultra transformés, ça ne pose aucun problème pour la santé. Bon, moi je préconise de ne pas dépasser 15% de calories quotidiennes, ça fait pas plus de 2 portions de produits ultra transformés par jour, idéalement une. En fait, il faudrait utiliser ces produits pour ce pourquoi ils ont été conçus initialement, c'est-à-dire pour être conservés très longtemps, pour leur praticité, pour dépanner sur le pouce de temps en temps, dans des situations particulières. On peut avoir envie de manger des bonbons ultra transformés au cinéma, enfin voilà, s'ils sont utilisés pour dépanner à l'occasion, ça ne pose aucun souci pour la santé. Par contre, aujourd'hui, ils sont en train de devenir la base de l'alimentation dans les pays anglo-saxons, en Amérique du Sud, les pays émergents. En France, on est à 36% de calories ultra transformées dans la population adulte, peut-être même un peu plus. Donc c'est là que ça commence à poser de vrais problèmes, parce qu'on a des présomptions avec l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure, mais il y a d'autres études aussi qui lancent des signaux d'alerte et qui montrent que quand on dépasse probablement un certain seuil de calories ultra transformées, on augmente les risques de certaines maladies chroniques, obésité, diabète de type 2 et peut-être le cancer, comme ça a été montré donc, dans l'étude publiée hier. Le régime protecteur universel global est un régime qui obéit à la règle des 3 V, pour végétal, vrai, varié, ou ce que j'appelle de manière plus détaillée les 3 règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique, c'est-à-dire manger plus de calories végétales, de vrais aliments, donc pas de calories végétales ultra transformées, et manger varié, si possible, bio, local et de saison, quand on en a l'occasion. Voilà. Donc en respectant ces 3 règles, on est sûr de protéger sa santé, de répondre à tous les besoins nutritionnels sans avoir à se préoccuper de la composition des aliments. Je voulais m'affranchir de la composition parce qu'on s'en sort pas et on mange pas des glucides, des lipides et des protéines. Ça n'est pas vrai, on mange des aliments au sein eux-mêmes d'autres aliments. Donc voilà, donc en respectant ces 3 règles, les 3 V, vous pouvez protéger votre santé, améliorer le bien-être animal et protéger la planète. Donc c'est quand même très très important. C'est en cela que ces règles sont holistiques, c'est-à-dire qu'elles sont multidimensionnelles et ne sont pas focalisées seulement sur les nutriments. Une question par rapport au véganisme, c'est une tendance de fond en ce moment. Il y a de plus en plus de végétaliens, de véganes, ce qui inclut le style de vie aussi, mais beaucoup de végétaliens mangent énormément de produits ultra transformés. Alors, il vaut mieux être omnivore ou flexitarien et manger des produits bruts, ou végétalien qui mange beaucoup de produits transformés? Alors, il y a une étude qui a été publiée l'année dernière par l'université de Harvard, qui a été reprise par Le Monde, d'ailleurs, qui m'avait contacté pour la commenter. Cette étude est très intéressante. C'est une étude solide scientifiquement, qui a été faite sur une cohorte, une population. Ils ont pris les produits végétaux des végétariens dans cette cohorte, et ils les ont divisés en ultra transformés et peu transformés.
Et ils ont mesuré le risque de maladie coronarienne en fonction du nombre de portions de ces produits végétaux. Eh bien, quand vous prenez les produits végétaux peu transformés, le risque coronarien diminue progressivement en fonction du nombre de portions. Et quand vous prenez les produits végétaux ultra transformés, le risque coronarien augmente de manière significative avec une courbe qui a le même rythme d'augmentation que si vous augmentiez vos portions de calories animales. Donc manger végétalien ultra transformé est la même chose que de manger omnivore pour la santé. Alors évidemment, il y a une valeur ajoutée pour l'environnement qui est conservée, pour le bien-être animal. Donc c'est bien d'être végétalien, c'est bien d'être bio, c'est bien d'être sans gluten, mais il ne faut pas consommer ultra transformé, sinon vous allez perdre tous les bénéfices santé de votre choix alimentaire. En outre, j'aimerais ajouter que la science n'a pas beaucoup de données sur le véganisme et le végétalisme. Donc, on ne peut pas dire que la science valide forcément cette approche, puisque l'homme est quand même plutôt omnivore par essence et qui s'est adapté à son environnement et qu'il a en gros pris ce qu'il trouvait là où il était, pour faire simple. C'est plutôt un choix militant, engagé, éthique, qui est tout à fait respectable et que je respecte profondément. La science va plutôt défendre le végétarianisme ou le flexitarisme, qui sont des approches où on a beaucoup plus de données, qui montrent que ces deux approches sont protectrices de l'environnement, de la santé, beaucoup mieux que le régime omnivore classique, où on consomme beaucoup de produits animaux. Et probablement que le flexitarisme est une des voies royales pour le siècle à venir, pour l'horizon 2050, car beaucoup d'études tendent à montrer maintenant qu'en consommant de la viande de temps en temps, ou en divisant par 2 ce qu'on consomme en France, puisqu'on est à 30% de calories animales, il faudrait être plutôt à 15%, eh bien on pourrait protéger notre santé, l'environnement, le bien-être animal, et puis aussi nourrir probablement sans problème les 9 milliards d'êtres humains que l'on pense que l'on aura en 2050. Est-ce que les aliments ultra transformés nous tuent? On ne peut pas dire ça. Si vous voulez, je pense que c'est le paradigme que je défends. C'est que ce qui compte, c'est l'intervention de l'homme. Et l'homme intervient à 2 niveaux, dans la quantité consommée et dans le degré de transformation. Là, c'est l'homme qui intervient, personne d'autre. Donc, tout aliment consommé en excès et ultra transformé devient dangereux pour la santé, qu'il soit végétal ou animal. Donc, ce n'est pas les produits ultra transformés qui tuent. Ce qui tue, c'est leur consommation excessive et le fait qu'ils soient ultra transformés. C'est quand ils deviennent la base de l'alimentation. À ce moment-là, oui, ils tuent puisqu'ils augmentent les risques de maladies chroniques et donc ils vont forcément augmenter les taux de mortalité. Donc en fait, on va peut-être conclure là-dessus, c'est notre le progrès agroalimentaire, le progrès dans l'industrie qui engendre des maladies. En fait, l'innovation est neutre. Tout dépend des valeurs qu'on y met. Est-ce qu'il y a une éthique derrière ou pas? On peut innover et faire des produits ultra transformés à foison qui sont délétères pour la santé. On a plein d'exemples. Ou on peut innover et développer des produits moins transformés. Donc l'industrie a un rôle à jouer. L'innovation, pour moi, est un fait et quelque chose de neutre. Tout dépend de l'intention qu'il y a derrière, si on veut protéger la société ou nos intérêts financiers. Donc c'est sûr que si on veut faire de l'argent rapidement, on a plus intérêt à développer toujours plus de produits ultra transformés qui sont très rentables et qui se vendent en masse dans le monde entier. Donc, je pense que voilà, l'innovation n'est pas porteuse de valeur en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Il ne faut pas que l'innovation devienne un dogme, mais une espèce d'objet de culte, un peu que l'on vénérerait sous couvert d'innovation. C'est forcément bien. Non, il faut qu'il y ait de l'éthique derrière. Tant qu'il n'y aura pas tant qu'il n'y a pas d'éthique derrière l'innovation, on peut vraiment faire n'importe quoi sous couvert d'innovation. Bon, voilà, si vous aviez un conseil à donner aux gens, ce serait quoi quand ils vont faire leurs courses? Lisez la liste des ingrédients et additifs sur l'emballage. Et si vous avez une longue liste d'additifs en quelque chose et d'ingrédients que vous ne reconnaissez pas, sirop de glucose, sucre inverti, isolat de protéines, gluten vital, etc., soit vous le prenez, vous le mangez à l'occasion, vraiment, c'est vraiment pour l'occasion, ouais, ou soit vous allez vers le même type d'aliment mais non ultra transformé. Donc, par exemple, un jus de fruits qui est bourré d'ingrédients et d'additifs, vous allez vers un jus de fruits qui n'a pas cette liste d'ingrédients, qui a juste marqué fruits, eau et voilà. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient. Les produits moins transformés, paradoxalement, sont souvent et parfois plus chers que ces mêmes produits équivalents ultra transformés. C'est bien là le problème. C'est étrange d'ailleurs.
Oui, c'est étrange, mais parce que ils sont fabriqués à partir d'ingrédients produits en masse dans le monde entier. Donc, comme ils sont produits en masse, c'est pas cher à fabriquer. Et donc, on en est arrivé au paradoxe finalement qu'il est plus rentable de vendre les ingrédients séparés de l'aliment brut que l'aliment brut initial. C'est plus rentable. Donc, on en est arrivé à ce paradoxe. Donc, il faut absolument inverser la tendance en communiquant, en informant les gens, en éduquant. Et puis, en essayant avec les politiques de faire que les produits ultra transformés devraient être plus chers que les produits frais. Mais le combat va être difficile parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, évidemment. Des lobbies. Il y aura les lobbies, ça peut venir de partout, on ne sait pas. Ouais, les enjeux sont tellement colossaux. Les industriels, de toute façon, si les consommateurs vont vers des aliments moins transformés, ils suivront parce que les lobbies ne peuvent rien faire contre le choix du consommateur. Si le consommateur change son choix alimentaire, les lobbies n'ont plus lieu d'être puisque même les politiques ne peuvent. Si vous voulez, on ne peut pas intenter un procès à chaque consommateur et à son portefeuille. Donc encore une fois, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir, mais voilà. Mais on peut manger brut. Pas trop transformé et pas cher. Il suffit de penser aux haricots blancs, aux lentilles, aux pâtes complètes, au riz complet. Vous pouvez très bien acheter des tomates de temps en temps et vous verrez qu'on peut arriver à un repas équilibré à peu près pour le même prix. C'est vraiment une question de volonté aussi. Il faut quand même que les gens aussi... Si vous voulez, il y a un moment pour mieux manger, il faut pas mentir aux gens, ça demande des efforts. Et ça demande peut-être de passer 20 minutes de moins devant un écran, peut-être de mettre un peu moins d'argent dans l'électronique. On ne peut pas faire un choix vertueux et créateur de valeur sur le long terme et qui s'inscrit dans une démarche éthique et holistique sans effort. C'est faux de faire croire ça aux gens. Donc, si vous voulez protéger votre santé, les environnements et la planète, oui, ça va demander un peu plus d'efforts. Il ne faut pas dire l'inverse, ce serait mensonger. Merci beaucoup, Anthony Fardet.